Ryo se réveille entouré de nuages. Debout devant un ange, l'ange commence par lui dire qu'il est décédé récemment. Pourtant, il ne se dirigera pas encore à la vie après la mort. En bref, Ryo est devenu la dernière victime du tristement célèbre camion-con, maintenant c'est à Michael de l'envoyer dans un nouveau monde. Pour commencer une nouvelle vie selon Michael, Ryo ne recevra aucune mission spéciale ou grand objectif. Dans ce nouveau monde, il est libre de vivre comme il veut. Quand Ryo exprime son désir d'une vie paisible et décontractée, Michael n'a aucune objection. Mais avant de l'envoyer, Michael doit donner à Ryo un aperçu rapide du monde. Il sera réincarné dans le monde est appelé Phi, une terre magique, où environ 20% de la population peut utiliser des sorts, liés à leur affinité élémentaire naturelle. Dans le cas de Ryo, sa plus forte affinité est avec un élément d'eau. Depuis, Ryo a demandé une vie paisible et décontractée. Michael est allé de l'avant et a préparé une petite maison confortable pour lui. En tant que kit de démarrage, il a inclus 2 livres de tutoriel, un couteau et a même placé une barrière protectrice autour de la maison. Pour garder les monstres à distance, dans le cadre de son kit de débutant, Michael a fourni à Ryo une maison de glace, remplie avec suffisamment de nourriture pour durer 2 mois, s'assurer qu'il ne fera pas face à la faim de sitôt. De plus, Michael a inclus un guide contenant des informations détaillées sur chaque monstre Ryo pourrait rencontrer dans la région, bien que cela soit utile pour traiter les créatures de la forêt. Plus tard, l'accent actuel de Ryo est de tester ses nouvelles capacités magiques. Il sort et crie le sort. L'eau se manifeste qui forme instantanément une sphère d'eau dans sa main. La magie s'avère être beaucoup plus simple qu'il ne l'imaginait. Encore plus surprenant, il peut lancer le même sort simplement en visualisant la balle d'eau. Alors disant que l'incantation n'est pas réellement requise, maintenant qu'il a confirmé qu'il peut utiliser la magie, il se dirige directement vers le bain de bain et commence à remplir la baignoire avec de l'eau. Cependant, il remarque rapidement un problème. Il sait seulement produire de l'eau. Et il n'y a aucun moyen qu'il va profiter d'un bain qui n'est pas chaud. Donc, il sort et essaye de construire un feu pour chauffer manuellement l'eau. Le seul problème est qu'il n'a aucune idée de comment déclencher un feu de cette façon. Après un certain temps, il abandonne et se passe sur son dos dans la défaite, mais alors qu'il regarde le soleil, une idée le frappe. Ryo attrape un bassin, le remplit d'eau, et commence à se concentrer sur elle. Essayer de le compresser tout en dessinant la chaleur. La glace lentement commence à se former, avec un peu plus d'effort et de pratique, il parvient à façonner la glace en une loupe de fortune. En utilisant, il exploite la lumière du soleil pour déclencher un feu, avec le feu qui va enfin. Il chauffe son bain qui était rempli d'eau glacée à la fin de son premier jour, il est enfin capable de se détendre et de profiter d'un bon trempage. Maintenant qu'il maîtrisait la glace, Ryo se rend compte que le contraire devrait également être possible. S'il peut retirer la chaleur pour geler l'eau, il devrait pouvoir ajouter de la chaleur pour créer de l'eau tiède. Cela devient son prochain objectif, quelque chose dont il devra s'entraîner dans les prochains jours. Le lendemain matin, alors que Ryo prend le petit déjeuner, il commence à réfléchir avec seulement 2 mois de nourriture de Michael. Il sait qu'il devra chasser bientôt pour réapprovisionner. Mais il doute, un simple couteau suffira à repousser les monstres de la forêt. Alors il décide de commencer à pratiquer sa magie d'attaque. Sa première tentative est de lancer une balle d'eau dans un arbre. Et ça marche exactement comme il l'imaginait. Mais une petite touche d'eau ne fera pas grand-chose dans un vrai combat. Il se souvient d'un moyen d'augmenter la force de l'eau. Alors il rassemble une autre balle. Cette fois, comprimer l'eau dans un point ciblé pour plus de pression. L'idée est saine, mais son contrôle n'est pas encore assez fort. Son jet d'eau a à peine plus de puissance qu'un pistolet à eau jouet. Ryo se souvient de quelque chose que Michael a mentionné avant sa réincarnation. La magie dépend fortement de l'imagination. Plus l'image dans son esprit est claire, mieux le résultat. Et il a juste besoin de continuer à le raffiner grâce à la pratique. Après plusieurs jours de formation sans arrêt, les avions d'eau de Ryo commencent à prendre forme et à avoir l'air décent. Cependant, ils sont encore loin d'être assez puissants pour éliminer un monstre. Ryo a également compris comment produire de l'eau chaude, lui permettant de profiter des bains chauds à chaque fois qu'il aime. Cependant, il travaille toujours sur le réglage fin de la température. Comme son contrôle n'est pas encore parfait, le lendemain matin, il décide de pratiquer à nouveau sa magie de glace. Cette fois, il tente d'évoquer la glace directement de l'air. Bien que ce soit difficile et prend près de 3 minutes pour se former. Il réussit enfin à créer de la glace à partir de rien. Cependant, contrairement à l'eau, il a du mal à le lancer avec la même facilité. La formation au combat n'a pas été trop bien. Jusqu'à présent, aucun des sorts Ryo n'a eu beaucoup d'impact. Il passe toujours les prochaines heures à se pousser. Pratiquer le non-arrêt, jusqu'à ce qu'il s'effondre enfin de l'épuisement du mana. Pensant qu'il a atteint sa limite pour la journée, il appelle ça, mais le lendemain matin. Dès que son mana est entièrement restauré, il remonte à l'entraînement. Cette routine devient la vie quotidienne de Ryo au cours des prochaines semaines.
Merci à tout son travail acharné, il peut maintenant créer de la glace instantanément, ce qui en fait un sort offensant fiable. Avec son nouvel ensemble d'attaques, la magie finalement prête, et son approvisionnement alimentaire commençant à s'épuiser, Ryo s'aventure dans la forêt, pour la première fois pour commencer la chasse. Il remarque rapidement un ensemble de traces d'animaux et décide de les suivre. Ce qui le conduit à une rivière voisine. Tout en explorant la région, il rencontre des tribunaux à côté de la rivière. Quelque chose qu'il peut utiliser pour commencer les incendies, en le frappant contre le bord de son épée. Il en profite également pour collecter des herbes de désintoxication, juste au cas où il en aura besoin plus tard. Mais, soudain, un grognement profond grogne derrière lui. Quand il se retourne, il se retrouve face à face avec un sanglier moindre. Et il gèle en place les charges de sanglier à Ryo. Mais c'est sa première bataille de vie ou de mort. Alors il panique à la dernière seconde possible. Il se jette à ses sens et saute sur le côté, esquivant à peine la ruée de la bête. Cependant, le sanglier n'est pas fini. Il se révèle prêt à attaquer. Heureusement, l'esprit de Ryo s'éclaircit juste à temps, alors que le sanglier charge vers lui. Il crée rapidement un chemin glacé sous ses sabots. Le faire glisser sans gaspiller un instant. Il convoque plusieurs pointes de glace tranchantes directement sur le chemin du sanglier, le poignarder et le tuer instantanément. Après avoir bouché le sanglier, Ryo sort le guide du monstre pour en savoir plus à ce sujet. Selon le livre, le moins que le sanglier est en fait le monstre le plus faible trouvé dans cette forêt. Le guide lui-même est clairement destiné aux débutants. Ainsi, la plupart des créatures énumérées sont assez simples. Cependant, vers la fin du livre, Ryo remarque 2 pages supplémentaires qui se démarquent. Il semble qu'il pourrait contenir quelque chose d'important. L'une des pages décrit les dragons, des créatures extrêmement puissantes capables d'essuyer des villes entières. En eux-mêmes, le guide conseille fortement de fuir immédiatement. S'il en rencontre un, en combattant, ce serait désespéré. Cela dit, dépasser un dragon n'est pas probable non plus. Donc, courir en un est le jeu. Une autre page mentionne les êtres mystérieux appelés Akuma, apparemment un type d'ange déchu. Cependant, le livre offre très peu d'informations à leur sujet. Le seul conseil du livre est simple. Si jamais vous en rencontrez un, tu es aussi bon que mort le lendemain. Ryo se dirige vers la chasse à nouveau, mais alors que sa garde est en panne, un hawk assassin géant se dirige vers le haut et lance une attaque surprise. La créature utilise la magie du vent pour trancher à travers ses proies. Avec Razor Sharp Slashes, Ryo n'a pas d'autre choix que de courir. Invoquer rapidement les boucliers de glace pour bloquer les lames de vent entrantes. Il sait que les faucons sont des adversaires extrêmement dangereux, et préfère éviter un combat. Mais échapper n'est pas une option. Cela signifie que son seul choix est maintenant de tenir son terrain et de riposter. Il lève la main et lance un flux de jets d'eau. Mais le faucon échappe habilement à l'attaque, et à lui plonge. Utiliser la magie du vent pour frapper, Ryo cependant, réagit juste à temps, formant un bouclier de glace qui coupe le faucon à travers l'œil, et l'envoie s'écraser dans le sol. Quelques instants plus tard, le faucon reprend conscience. Bien qu'il ait perdu en permanence un œil, il faut au ciel pour se retirer. Mais avant de disparaître, il verrouille les yeux avec Ryo une dernière fois. Gravir son visage en mémoire, parce que maintenant c'est personnel. Ryo laisse échapper un soupir de soulagement, reconnaissant de l'avoir fait vivant. C'est quand même loin de la vie paisible qu'il avait imaginée pour lui-même. Pendant la poursuite avec le faucon, il a couru si profondément dans la forêt qu'il a fini par perdre complètement, errant jusqu'à la nuit. Alors qu'il cherche un moyen de rentrer chez lui, il trébuche de façon inattendue sur un lac éclatant. En plein milieu de celle-ci se trouve un Dullahan, et à son apparence la créature l'a déjà remarqué. Au fil du temps, Ryo applique ses compétences grâce à une formation implacable. Maîtriser l'art de la chasse et de la préservation des aliments. Avec peu de difficultés, sa magie de l'eau est devenue beaucoup plus puissante. Il peut maintenant évoquer des calottes glaciaires Razor Sharp, et les claquer en un instant. Même ses jets d'eau ont atteint de nouveaux sommets. Tranchés sans effort, à travers une pierre solide. À ce stade, ses prouesses de combat sont devenues formidables. Cependant, la magie de la glace n'est pas la seule chose que Ryo a pratiquée depuis sa rencontre avec le Dullahan. Il est aventuré dans la forêt chaque nuit pour le combattre. Étrangement, le guide du monstre n'a jamais mentionné Dullahans. Soit ils ne sont pas classés comme des monstres, ou ils sont trop avancés pour un manuel du débutant. Peu importe. Ryo reste déterminé à y faire face. Il se précipite avec son personnel de glace et commence à se balancer, traiter la rencontre plus comme une séance d'entraînement qu'une vraie bataille. Après tout, le Dullahan le dépasse complètement en puissance et en technique. Ryo fait de son mieux pour se défendre. Invoquer des boucliers de glace pour bloquer les coups entrants. Mais malgré ses efforts, il est rapidement submergé et a fait tomber en quelques secondes. Bien que le Dullahan ne lui ait jamais dit un seul mot, Ryo ne peut pas secouer le sentiment que cela a pris le rôle d'un mentor. Essayer de le façonner en quelque chose de plus fort. Soudain, le Dullahan soulève son épée,
et canalise la magie de l'eau pour allonger la lame. Ryo est surpris de découvrir qu'il peut aussi utiliser la magie de l'eau. Après lui avoir montré comment la technique fonctionne, le Doloan remet l'épée à Ryo et sort calmement sur le lac. Un jour, pendant que Ryo est en train de chasser, il est pris en embuscade par le même assassin Hawk de leur rencontre précédente. Il ne se souvient pas qu'il était noir avant. Il doit avoir évolué, se pousser à se renforcer juste pour ce moment de vengeance. Le Hawk s'abaisse à Ryo. Libérer un barrage de barres éoliennes. En réponse, Ryo évoque rapidement 5 couches de murs de glace pour la protection. Mais maintenant que le faucon a évolué, ses attaques de vent sont beaucoup plus puissantes. Assez fort pour briser toutes les défenses de Ryo en un instant. Et maintenant une vague d'anxiété commence à se glisser sur lui. Ryo sprinte sur le terrain, jetant des murs de glace pour se protéger des frappes entrantes. Quand il repère une ouverture, il tire avec une volée de pointes de glace. Mais le faucon les échappe facilement, en avant avec une rafale soudaine, de vitesse, et ce n'est pas la seule surprise qu'il a en magasin. Le Hawk laisse échapper un cri de perçage, à une fréquence qui perturbe la magie de Ryo. Faire disparaître ses boucliers de glace, et le laisser presque non protégé. Mais le faucon n'est pas encore terminé, il plane menaçant devant lui. Et Ryo sent qu'une attaque majeure arrive. Bien qu'il ne puisse pas prédire quand, quelques instants plus tard, Ryo peut ressentir de l'électricité dans l'air, comme un éclair est tourné directement sur lui. Et une attaque comme ça aurait été fatale. Mais heureusement, il a pu utiliser un bâton comme paratonnerre. Et sauter pour se sauver. Alors que Ryo a du mal à secouer le choc persistant, le Hawk s'abaisse, visant à fournir une frappe mortelle avec ses griffes pointues. Au dernier moment, ils échangent plusieurs coups supplémentaires. Mais Ryo se souvient de sa formation intense avec Doloan, il repère donc une ouverture dans le garde du faucon, conduit son épée directement dans son cou. Alors que le faucon s'écrase au sol, Ryo marche lentement vers lui. Ressentir un sentiment de compréhension, il sait ce que c'était, comme si le faucon avait perdu un œil à cause de lui. Et depuis qu'il est motivé par la nécessité de prouver que c'était plus fort, se pousser à évoluer. Mais Ryo a également travaillé dur pour devenir plus fort. Et à la fin, malgré tout, le Hawk a toujours été vaincu. Ensuite, Ryo commence à rentrer chez lui, mais à son complet surpris, un dragon apparaît soudainement devant lui. Se souvenir de ce que le livre a dit à propos des dragons imbattables, il est convaincu que c'est la fin pour lui. Mais, à sa surprise, le dragon lui parle par télépathie. Ça ne semble pas du tout agressif. En fait, cela explique qu'il ne fait que passer. Recherche d'un faucon noir qui a traversé la zone. Le dragon veut simplement savoir si Ryo l'a vu à proximité. Soulagé que le dragon ne soit pas hostile, Ryo se rend rapidement compte qu'il doit faire référence au faucon qu'il vient de vaincre. Nerveusement, il s'excuse et explique que le faucon l'a attaqué en premier, ne lui laissant d'autre choix que de riposter et de mettre fin à sa vie. Le dragon est sous le choc qu'un humain comme Ryo a pu vaincre un faucon. Bien qu'il ne semble pas particulièrement gêné, ce qui attire vraiment son attention, c'est l'épée que Ryo porte. Il le reconnaît immédiatement comme la lame du roi de fées. Pour le roi de fées de confier une telle arme à un simple garçon, Ryo a dû faire quelque chose pour gagner sa faveur. Le dragon a grandi de Ryo, et Ryo manque encore beaucoup de connaissances sur ce monde. Espérait lui poser quelques questions. Les deux finissent par discuter pendant plusieurs heures. Bien dans la soirée, mais leur conversation est finalement interrompue. Comme le dragon dit qu'il doit rentrer chez lui, Ryo exprime sa gratitude pour les réponses du dragon. Et le dragon le remercie en retour. Adage, cela fait longtemps qu'il n'a pas eu une conversation si engageante. Ils se séparent d'un adieu chaud. Mais en attendant au paradis, Michael passe en revue les documents liés à la réincarnation de Ryo. Quand il aperçoit soudainement quelque chose qu'il avait auparavant négligé, il s'avère que Ryo a obtenu un trait caché. Quelque chose que Michael n'a pas vu depuis qu'il a envoyé une fille dans ce monde, il y a 10 000 ans dans le cas de Ryo. Le trait est une jeunesse éternelle, et Michael le trouve plutôt inhabituel. Ryo se dirige vers la plage, à la soif de sel, fruits de mer grillés, mais il est choqué de voir un naufrage géant. Il remarque un cadavre d'un homme, ce qui le rend triste. Mais alors il entend soudain un grognement d'un autre homme, soulagé, et heureux de réaliser que quelqu'un est toujours en vie. Abel se souvient comment le navire a été détruit par un monstre marin géant. Et quand il se réveille, il est surpris de se retrouver vivant. Il regarde autour de lui, et voit ses biens placés à côté du lit. Alors il attrape son épée et sort de la maison. Ryo arrive et le salue. Abel est surpris qu'il ne puisse pas le sentir du tout. À en juger par la façon dont Ryo est habillé, il suppose que Ryo n'a rien d'autre à porter, mais réalise rapidement. Il ne devrait pas mal penser à l'homme qui l'a sauvé. Il se présente et remercie Ryo de l'avoir sauvé. Mais Ryo mentionne que tout ce qu'il a fait était de le ramener à la maison.
donc il n'est pas nécessaire de le remercier. Il partage la triste nouvelle que malheureusement, personne d'autre n'a survécu. Abel se rend compte que leur corps doit également avoir lavé à terre. Il révèle qu'ils étaient tous des contrebandiers, donc Rio n'a pas besoin de s'inquiéter pour eux. Mais cela choque Rio cependant. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, son estomac grogne de la faim. Alors Rio l'invite à déjeuner. Pendant que Manger Capable apprend que Rio ne possède aucun vêtement, ce qui le surprend alors, il demande pourquoi il n'achète pas de nouveaux vêtements. Mais il se rend vite compte que puisque Rio n'a pas d'argent, il ne peut pas se procurer des nécessités. Il pense qu'il aurait pu offenser Rio, mais il mentionne qu'il n'y a pas de ville ici. Alors il ne peut pas simplement acheter de nouveaux vêtements. Abel se rend compte qu'il doit avoir obtenu la nourriture en chasse, ce qui l'impressionne, et il se demande si Rio a utilisé le couteau pour chasser, mais Rio révèle que ce n'est que pour l'autodéfense, et nettoyer tout ce qu'il attrape, parce qu'il utilise la magie de l'eau pour la chasse. Abel est impressionné parce que même dans les provinces centrales, seulement environ la moitié de la population peut utiliser la magie, et il fait partie de ceux qui ne peuvent pas. Rio se souvient, Michael lui a dit que le pourcentage des utilisateurs magiques était de 20%. Mais Abel est incapable de comprendre son marmonnement. Alors Rio dit que ce n'est rien de si capable de demander à Rio de l'emmener sur la côte. Puisqu'il souhaite confirmer quelque chose, sur le chemin Capable demande à Rio s'il a besoin d'un personnel car il est magicien. Mais Rio lui dit qu'il n'en a pas. Ce qui choque Abel et il pense que Rio est trop pauvre pour se permettre. Il dit à Rio que s'il rencontre des problèmes, il devrait le laisser prendre la ligne de front. Mais Rio refuse qu'Abel insiste sur le fait que c'est le moins qu'il puisse faire. Sinon, sa réputation sera ternie. Pour toujours être celui qui se fait sauver, alors Rio lui permet à contre-cœur. Alors qu'ils atteignent le rivage, ils sont choqués de voir que les corps sont partis. Rio pense que les monstres les ont mangés. Ou l'eau les a ramenés dans l'océan. Abel reflète que si Rio ne l'avait pas sauvé, il aurait rencontré le même sort, alors il est reconnaissant d'être en vie. Rio remarque qu'il doit être très chanceux. Et Abel accepte Abel, puis mentionne que cela semble étrange pour l'homme qui lui a sauvé la vie. L'appeler monsieur, bien que Rio croit qu'Abel est plus âgé que lui. Puisqu'il l'a demandé, il accepte de l'appeler par son nom. Cela rend Abel heureux, car c'est ainsi que tous ses amis s'adressent à lui. Rio est surpris qu'Abel le considère comme un ami. Mais comme il y pense, Abel l'informe qu'il ne pouvait pas trouver ce qu'il cherchait. Rio demande alors ce qu'il prévoit de faire ensuite. Abel dit qu'il a besoin de trouver ses amis d'une manière ou d'une autre. Et la première étape consiste à atteindre la ville de Lune, bien que Rio n'ait pas été là lui-même. Il croit que cela se trouve au nord, et qu'ils devront se traduire à travers ça, côté de l'île. Abel a alors une idée, et décide de recruter Rio comme guide. Rio est d'accord sur la condition qu'il obtient au moins un jour pour faire ses préparatifs. Rio se rend compte, il ne pourra pas continuer son rêve de vivre une vie lente. La nuit, quand il dit à Abel qu'il a besoin de dire adieu à quelqu'un, il est surpris, car il est très tard. Mais Rio mentionne que la personne n'est disponible qu'à ce moment. En partant, Capable se souvient comment il a dit plutôt que personne d'autre ne vivait là-bas. Mais il pense peut-être qu'il veut rendre son respect à quelqu'un. Et peut-être qu'il n'était pas toujours seul sur l'île. Mais néanmoins, ce n'est pas son travail d'intervenir dans les questions personnelles de Rio. Plus tard, nous voyons que Rio est en fait allé faire ses adieux au Delaon. Dire qu'il quittera la forêt de Rondo pendant un certain temps, mais il se sent reconnaissant pour la formation qu'il a reçue. Cela lui a permis de survivre. Il sait qu'il sera absent pendant un moment, alors il décide d'utiliser tout son pouvoir. Dans leur dernière séance d'épargne, Rio se charge de pleine force. Mais le Doloan détourne facilement toutes ses attaques. Le laissant épuisé, avant de partir, le Dularan lui donne de nouveaux vêtements, ce qui rend Rio très heureux et promet de porter avec fierté. Le lendemain, ils commencent enfin leur voyage. Et Rio porte sa nouvelle tenue. Ce qui lui convient parfaitement, mais sur leur chemin, il rencontre bientôt un sanglier moindre. Alors Abel lui dit de se tenir derrière lui et d'observer. Il charge le sanglier et active les compétences de combat. Appelée empalation totale, ce qui crée un trou dans l'abdomen du sanglier, et il meurt sur place. Impressionnant, Rio se demande quel genre de compétence c'est. Si Capable pense, un magicien comme lui a dû le voir pour la première fois. Mais c'est très courant pour les épéistes et les autres, qui utilisent des armes pour combattre le lendemain matin. Alors qu'ils reprennent leur voyage, Capable entend un son, et il remarque 2 lézards dans le marais. Capable pense qu'ils seront difficiles à gérer dans l'eau. Alors il décide de prendre une autre voie pour les éviter. Alors qu'il se déplace le long du chemin alternatif, Rio sent que les gens de lézards les suivent. Il informe Abel qui se rend compte qu'ils n'ont d'autre choix que de se battre. Rio lui dit qu'il y en a beaucoup. Alors il utilisera sa magie pour les retirer. Abel lui rappelle qu'il n'a pas son personnel. Mais Rio chante simplement un sort, et les tue tous avec des glaçons. Abel choquant ensemble, ils sortent tous les populaires de lézards.
Après le combat, Abel interroge Rio sur le sort, notant que les magiciens du vent qu'il connaît ne peut lancer qu'un seul sort par invocation. Rio suggère que c'est peut-être différent pour la magie de l'eau, avant de reprendre leur voyage. Rio utilise de la magie pour invoquer l'eau afin qu'il puisse rester hydraté. Cependant, Abel remarque que Rio a utilisé une incantation différente de celle avant, ce qui rend Rio nerveux, et il change rapidement le sujet. Dire Abel doit imaginer des choses. Après avoir marché un peu, Abel donne à Rio une pièce, et il est surpris de le voir, puisque c'est sa première fois à voir l'argent de ce monde. Alors Abel explique que c'est un bronze florin, utilisé dans le royaume de la nuit, où le Huard est situé. Il explique en outre que dans les provinces centrales, chacun mente ses propres pièces, mais ils utilisent tous les mêmes dénominations. Et Nightly est l'une des 3 grandes nations, les 2 autres étant l'Empire DBH et la Poignée, vous Fédération. Rio trouve le nom DBH un peu étrange. Tellement capable de se demander s'il a un problème avec la nation, Rio précise qu'il trouve le nom un peu inhabituel. Il explique que le nom d'une nation est très important pour son peuple, puisqu'ils doivent se présenter partout, comme provenant de buis qui semblent étranges. Rio admet qu'il ne aimerait pas se présenter comme ça. Et Abel pense qu'il y fait trop réfléchir. Après un certain temps, ils sortent enfin de la forêt. Mais comme ils marchent sur, Abel remarque un rocher en mouvement. Alors il se prépare à attaquer, mais Rio crée un mur de glace qui bloque le rocher. Abel note qu'ils ont été entourés, comme ils sont tombés dans un nid de golem roc. Mais Rio est surpris de voir les golems roc, puisqu'il a toujours pensé qu'ils étaient humanoïdes avec des bras et des jambes. Abel dit à Rio de rester là-bas, tandis qu'il charge vers les golems. Mais son attaque totale d'implantation n'a aucun effet à ce sujet, comme il se régénère rapidement. Ce qui le choque, Rio lui dit qu'il a une attaque qu'il veut essayer. Alors Abel lui dit d'aller de l'avant. Rio crée 10 couches de murs de glace réunies, et les laisse tomber sur le golem pour l'immobiliser. Abel est choqué de voir une magie aussi puissante. Mais Rio mentionne avec désinvolture qu'il n'a retiré que 2 golems jusqu'à présent, et prévoit de faire de même avec le reste bientôt. Il retire la plupart des golems et il ne reste plus qu'un. Mais étonnamment, ça ne bouge pas. Alors Rio pense peut-être qu'il tire de l'énergie du sol. Et puisqu'il est retourné, il ne peut pas tirer de l'énergie de la terre. À ce moment-là, Abel remarque une grosse pierre magique attachée à son fond, ce qui le rend heureux, mais il souhaite qu'il puisse le récupérer également. Mais malheureusement ce ne sera pas possible. Maintenant sur leur chemin, le duo remarque un hippopotame géant. Et Rio se demande si Abel veut le tuer. Mais Abel n'a pas de telles ambitions. Il révèle qu'il ne l'a jamais vu en personne. Mais ça semble être un géant. Soudain, il remarque que plusieurs wyverns approchent, qui excitent Rio. Ils pourront assister à une bataille de monstres à la première rangée. Abel pense que le géant est désavantagé. Mais Rio pense que ça ne va pas si facilement. Alors que les wyverns commencent à attaquer, le géant se lève et laisse échapper un son hurlant qui les assomme, faire tomber les wyverns au sol. Rio explique qu'il a utilisé la négation magique la nuit, alors qu'ils ont mis un feu pour cuisiner leur repas. Rio plaisante en disant qu'il espérait un match entre Abel et le géant. Mais Abel lui dit que ça ne se passe pas. Il mentionne qu'il a entendu parler de pièges dans les donjons avec des effets similaires. Mais il n'a jamais vu de négation magique auparavant. Entendre le mot donjon excite Rio, et Abel se demande si Rio veut en savoir plus sur eux. Rio dit qu'il aimerait visiter un donjon lui-même. Donc, Capable lui dit qu'il n'y a qu'un seul donjon dans les provinces centrales. Et heureusement c'est dans la ville, il se dirige vers Rio en plaisantant. Pourquoi inciter à devenir défensif? Dire qu'il ne savait pas qu'il était tellement intéressé par les donjons? Rio continue de le taquiner, lui demander s'il a gardé des informations plus importantes de sa part. Alors Abel demande s'il connaît les elfes et les nains. Rio lui dit qu'il ne. Abel informe donc que les nains sont des forgerons qualifiés, et ils sont bons pour se battre. Lou en a aussi quelques-uns. Il explique en outre que le Huard n'a qu'un seul elfe, tandis que les autres sont installés dans les bois, ce qu'il ne quitte jamais, donc Rio pense que c'est juste la façon dont il a imaginé. Mais Abel ne le croit pas, puisqu'il n'a jamais été en dehors de cette île. Le lendemain, Rio continue de montrer la voie et révèle que, à travers la montagne, ils trouveront une colonie humaine. Abel se demande comment il a obtenu ces informations. Alors Rio se souvient comment le dragon lui a tout dit. Il dit à Abel que c'est mieux s'il ne sait pas, et il appelle sa source de connaissance au-delà de l'humanité. Alors qu'il marche, il sent soudainement quelque chose qui s'approche de derrière. À ce moment-là, un griffin géant apparaît, laissé Abel sous le choc, qui est gelé dans la peur. Mais Rio prend rapidement de la viande de son sac, et le jette dans l'air. Et le griffon l'attrape et s'envole. Ils sont tous les deux soulagés d'avoir survécu. Abel note qu'il a été complètement stupéfait.
Alors que Rio admet, ils ne l'ont peut-être pas fait s'ils avaient essayé de le combattre. Abel pense qu'ils ne sont pas construits pour combattre de tels monstres. Et il note, il n'y a pas beaucoup de rapports de personnes qui se heurtent à des géants ou griffons pendant des siècles, alors il pense que quelque chose ne va pas avec cet endroit. Rio trouve ça un peu grossier. Et il pense que peut-être que les humains ne regardent pas assez fort, alors Abel pense, peut-être, ces montagnes gelées, les ont empêchés du territoire humain. Pendant qu'il marche, Rio se souvient soudain que les Wyverns qui ont attaqué le géant est venu de la direction qu'il voyage maintenant. Bientôt, il repère des Wyverns, se nourrissant de leur proie, et Abel note qu'ils ne peuvent pas les combattre. Cela prend généralement environ 20 aventuriers expérimentés. Pour enlever un seul et même alors, il y a souvent des victimes. Rio pense que même s'ils essayent de les éviter, ils rencontreront probablement plus en cours de route, et ils ne pourront pas éviter de se battre pour toujours. Rio se demande s'il serait plus facile de combattre les Wyverns, pendant qu'ils sont sur le terrain, et Abel est d'accord, pensant qu'il peut utiliser son épée plus efficacement de cette façon, alors Rio s'avance pour les engager. Il convoque plusieurs pointes de glace pour poignarder les Wyverns, et Abel fait suite à sa technique d'impassionnement total. Cependant les cris Wyverns attirent plus de leur genre. Rio utilise une attaque de glace d'en haut pour les faire tomber. Et Abel les termine rapidement. Après la bataille, il collecte les pierres magiques. Abel admet qu'il ne peut pas croire à quel point c'était facile. Alors que Rio se demande si Abel espérait une bataille de vie et de mort, juste pour faire battre son cœur, à ce moment-là, un autre troupeau de Wyverns est en route, ils se préparent tous les deux à se battre, sachant qu'ils n'ont d'autre choix que de les vaincre pour continuer à bouger. Après avoir réussi à les avoir tous enlevés, ils atteignent le sommet de la montagne, et sont ravis de voir une colonie humaine de l'autre côté. Après avoir vaincu autant de Wyverns, Rio se sent confiant, et il croit qu'il ne s'en soucierait pas, s'ils en rencontraient davantage. Mais Capable trouve ce ridicule, parce qu'il pense, il serait préférable qu'il ne se heurte jamais à ces créatures dangereuses. Encore une fois admet que c'était surprenant. Comment ils ont réussi à collecter autant de pierres magiques des Wyverns? Mais il arrête soudainement de parler, comme il se rend compte qu'ils ont voyagé assez loin au nord. Cependant, Abel n'a complètement aucune idée de l'endroit où ils se sont retrouvés. Rio espère nerveusement qu'ils ne sont pas accidentellement entrés dans le Empire, mais Abel rassure rapidement que ce n'est pas le cas. Puisque l'Empire est plus au nord, Rio est soulagé, ce qui rend curieux de savoir pourquoi il semble détester tant cet endroit. Rio lui dit qu'il n'a rien de personnel contre l'Empire, mais il n'aime tout simplement pas le nom, ce qui peut trouver plutôt bizarre. À ce moment-là, Rio remarque une route qui traverse le paysage, et Capable observe qu'il se déroule vers l'est à l'ouest. Alors il regarde attentivement et reconnaît la région. Rio le trouve perdu dans ses pensées et demande si tout va bien. Alors Abel explique que s'ils suivent la route vers l'ouest, ils atteindront bientôt la ville de Kailati. Cette nouvelle excite Rio, parce qu'il a vraiment hâte de dormir dans un lit approprié. Mais Abel pensait que Rio voulait combattre encore plus Wyverns. Rio explique rapidement que ce sont deux choses complètement différentes. Abel mentionne que la nourriture dans la ville de Kailati est délicieuse, et insiste sur le fait que Rio devrait certainement l'essayer. Cela rend Rio encore plus excité de visiter cette nouvelle ville. Un peu plus tard, ils arrivent à Kailati et se dirigent vers une taverne voisine. Pendant qu'ils sont assis là, Abel suggère que Rio devrait s'inscrire auprès de la Guilde Adventurers. Mais Rio n'a aucune idée de ce que cela signifie. Abel explique que l'enregistrement de la guilde servira d'identification, lui permettant d'entrer dans différentes villes et pays, sans payer de frais d'entrée. Abel dit que lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, il a agi comme garant de Rio et a payé une pièce d'argent comme frais d'entrée. Mais Rio demande en plaisantant si cela faisait partie d'un plan sournois pour faire de lui un serviteur. Abel continue d'essayer de convaincre Rio de rejoindre la guilde, expliquant qu'ils peuvent vendre de la magie, des pierres et des matériaux monstres là-bas pour un bon prix. Sinon, Rio devrait devenir un alchimiste pour utiliser ces choses, ce qui serait un énorme problème. Rio est surpris qu'ils aient l'alchimie dans ce monde. Mais il est encore choqué. Quand le serveur apporte son assiette de riz au curry à leur table, il se pense que dans la plupart des histoires de glace, le protagoniste doit beaucoup voyager pour trouver du curry. Mais d'une manière ou d'une autre, il existe déjà dans ce monde. Abel demande à Rio de quoi il marmonne. Alors Rio dit que ce n'est rien, et prend la première bouchée, mais c'est tellement savoureux qu'il ne peut pas s'empêcher de le dévorer. En quelques secondes, Rio commande une autre assiette, et demande à Abel s'ils ont du curry comme ça à Loon. Abel confirme qu'ils font. Il est content que Rio ait apprécié, et il admet que c'était assez savoureux. Même le lendemain, alors qu'ils quittent la ville, Rio continue de louer le curry qu'ils avaient la dernière nuit. Et il demande en mesure de renverser les haricots sur les meilleurs desserts de la ville. Capable est pris au dépourvu, et ne sait pas comment répondre. Alors il dit juste qu'il y pensera. Ils continuent leur voyage, et après avoir passé quelques jours à marcher, ils voient enfin la ville de Lune à distance.
Alors qu'ils atteignent les portes de la ville, le garde reconnaît Abel et dit que tout le monde était inquiet. Depuis qu'il avait disparu depuis des mois, Abel explique qu'il a réussi à revenir en toute sécurité grâce à Rio. Le garde secoue avec enthousiasme la main de Rio, reconnaissant qu'il ait sauvé son ami. Abel paye ensuite les frais d'inscription. Agissant encore une fois comme son garant, le garde demande alors s'ils se dirigeront directement vers la guilde, et mentionne que les amis d'Abel sont actuellement hors de la ville. Mais une fois de retour, ils seront choqués de le voir. Une fois à l'intérieur de la ville, Abel suggère qu'il se dirige directement vers la guilde pour enregistrer Rio en tant qu'aventurier. Puisque Abel peut l'aider à se classer, Rio est curieux et demande ce que cela signifie. Abel explique que les nouveaux aventuriers commencent généralement au rang F, mais avec l'approbation d'un rang B ou plus, ils peuvent commencer au rang E, ou même à D. Rio se rend rapidement compte que cela signifie que le cap doit être supérieur à B, ce qui le rend fier. Bien que Capable devient timide et change rapidement le sujet, Capable continue d'expliquer que les rangs plus élevés permettent l'accès à de meilleures quêtes, ce qui signifie aussi de meilleures récompenses. Il recommande de se classer. Il ajoute que Rio n'aura probablement pas à s'inquiéter de l'argent de toute façon, puisqu'ils gagneront beaucoup en vendant les pierres magiques Wyvern. Rio se demande si les pierres magiques sont vraiment si précieuses. Et Capable explique qu'ils sont en fait assez rares. Les vendre tout de suite pourrait même écraser le marché. Mais il fait confiance que la guilde saura comment le gérer. Ils arrivent enfin à la guilde, où la réceptionniste Nina est choquée de voir Capable, qui est encore vivant. Bientôt, tous les aventuriers se rassemblent autour de lui, et Rio se rend compte qu'Abel est en fait assez populaire. Rio pense qu'il devrait leur donner de l'espace, et sort de la guilde pour profiter de l'air frais. À ce moment-là, une fille elfe passe devant lui, et remarque Rio portant la tenue de Fairy King. Elle mentionne qu'il a dû beaucoup impressionner le roi de la fée. Rio est incapable de répondre correctement, alors elle dit qu'elle est pressée, et peut-être qu'ils se réuniront un jour. Et quitte un court moment plus tard, Abel ramène Rio à l'intérieur de la guilde, où il dit à tout le monde qu'il a survécu uniquement à cause de Rio, qui s'inscrire bientôt en tant qu'aventurier. Abel espère qu'ils s'occuperont tous de lui. Rio est heureux d'être le centre d'attention, alors que les autres le louent pour avoir sauvé Abel. En passant, nous voyons le processus d'enregistrement de Rio, et Abel dit qu'il souhaite le recommander pour le rang D. Mais Nina est choquée car c'est la première fois quiconque de sa fête recommande un aventurier. Abel dit que Rio est très talentueux, mais Nina lui dit qu'elle n'a aucun problème. Mais selon les règles, ils doivent présenter une sorte de preuve physique de force. Abel dit qu'il espérait en parler au maître de la guilde. Alors Nina va informer le maître de la guilde de leur demande. Pendant qu'ils attendent dans la salle de réunion, quand Nina partage la bonne nouvelle, le maître de la guilde se précipite. Désireux de voir Abel avec ses propres yeux, il avait été très inquiet pour lui. Il remarque ensuite Rio, et se présente comme un ver humain. Le maître de guilde de Loon il remercie Rio, le faire se sentir un peu gênant, et Rio dit simplement qu'il était juste au bon endroit, au bon moment. Abel dit à U qu'il veut approuver Rio pour un grade UP. Donc U pose des questions sur la preuve requise. Abel l'assure avec confiance que Rio est en fait plus fort qu'il ne l'est. Abel lui montre les pierres magiques. Et Hugh se rend compte que leur couleur verte signifie qu'ils appartiennent au vent. Élémentaires basés sur leur taille et leur lueur vive, il soupçonne qu'ils pourraient être de Wyverns. Abel confirme que Hugh est choqué, trouvant du mal à croire qu'ils ont réussi à collecter autant. Depuis combattre autant de Wyverns, aurait normalement besoin d'une armée entière. Il s'inquiète que si de tels monstres devaient attaquer la ville, ils pourraient être complètement détruits. Mais Abel le rassure, il n'y a pas besoin de préoccupation. Comme ils ont rencontré les créatures, loin au sud des montagnes maléfiques, Rio est surpris d'entendre le nom. Alors Abel lui dit que plus tôt, après avoir trouvé la route de Kailati, il a réalisé où ils étaient. Hugh révèle que c'est dit, personne n'a traversé ces montagnes vivantes. Et même les aventuriers expérimentés n'y vont pas, à moins qu'ils aient une raison très convaincante. Vous ne pouvez pas croire qu'ils ont vaincu tous ces Wyverns par eux-mêmes. Mais maintenant qu'il a vu la preuve physique des capacités de Rio, il n'a aucune objection à la demande de classement. Soudain, la fête d'Abel, l'épée cramoisie arrive à la guilde. Abel va rattraper ses anciens amis, tandis que Rio part pour terminer le reste du processus d'enregistrement. Alors que Rio entre dans les bureaux du maître de la guilde, il commence à se demander s'il mérite vraiment le rang D. Hugh explique que, tandis qu'Abel est très doué, même il ne peut pas abattre un Wyvern seul. Donc, si Rio a aidé à vaincre plusieurs C, il doit être exceptionnellement talentueux. Comme Hugh tape Rio dans le dos pour le féliciter. Il est surpris par la façon dont le corps de Rio se sent fort pour un mage. À ce moment, Nina arrive avec la paperasse et se présente correctement. Avant de commencer l'inscription de Rio, il commence la courte interview en demandant son nom, et confirmant qu'il est un mage. Puis elle pose des questions sur son élément magique, et il lui dit que c'est de l'eau.
Quand elle demande où il vit, Ryo explique qu'il vient d'arriver dans la ville. Mina lui fait savoir que pendant les 300 premiers jours après avoir rejoint la guilde, il est autorisé à rester dans les logements de la guilde. Nina demande s'il a déjà été dans un donjon auparavant. Et il admet qu'il ne l'a pas fait. Elle lui raconte un cours mensuel d'ingénierie de donjon d'introduction, qui offre un guide complet pour les nouveaux aventuriers, et des conseils sur ce qu'il faut surveiller. Quand Nina demande s'il est intéressé, Ryo dit avec enthousiasme oui. Elle lui fait savoir que le cours suivant commence dans 2 jours, et dit qu'elle va l'inscrire. Mina lui dit d'être dans la salle de réunion au 3e étage, à 9 h ce jour-là quand Ryo a l'air surpris. Mina ajoute qu'il y a une horloge en ville pour l'aider à garder une trace de l'heure. Avec ce, Mina enroule les documents. Mais Ryo est confus quand elle dit « Il est temps de commencer l'enregistrement réel ». Elle demande à Ryo de placer sa main sur un cristal. Et l'appareil crée instantanément sa carte de guilde, ce qu'elle lui donne alors. Nina le félicite de devenir officiellement un aventurier enregistré. Alors qu'il quitte, Hugh se sent détendu. Parce qu'il était vraiment inquiet de pouvoir. Puisque les choses avaient l'air assez sombres en son absence, il pense qu'il ne voudrait plus jamais ressentir ça. Ce qui le fait remercier encore plus Ryo parce qu'il les a tous sauvés. Il se souvient qu'il n'a pas informé quelqu'un du retour de Abel. Alors il attrape immédiatement son dispositif de communication pour passer un appel. Pendant ce temps, Abel fait Ryo dans une promenade, et quand Ryo demande où ils vont, Abel lui dit. Ils partent pour obtenir ses récompenses, pour l'avoir aidé à retourner en ville. Abel mentionne qu'il veut acheter à Ryo de nouveaux vêtements et un personnel. Ryo le remercie, mais admet qu'il ne comprend pas pourquoi Abel continue de mentionner un personnel. Capable explique que c'est parce qu'il est magicien. Mais Ryo lui dit qu'il peut lancer de la magie sans un... Et il peut également utiliser son épée en combat rapproché. Capable est choqué d'entendre cela et pose des questions sur l'épée. Alors Ryo le montre cependant. Abel pense que cela ressemble plus à un couteau qu'à une épée appropriée. Il craint qu'il ait pu blesser les sentiments de Ryo. Mais Ryo ne le dérange pas du tout. Au lieu de cela, il demande l'aide d'Abel puisqu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ne sait pas sur ce monde. Ryo apprend bientôt qu'une journée ici est 24 heures. Une semaine à 7 jours, et un mois à 30 jours. Fondamentalement, le même que sur Terre. Il est surpris d'apprendre que les vêtements sont également mesurés en centimètres. Ça ressemble trop à une coïncidence. Et Ryo commence à se demander s'il pourrait y avoir une sorte de connexion. Peut-être que quelqu'un d'autre a été téléporté dans ce monde devant lui. Cela expliquerait pourquoi tant de choses sont les mêmes que sa planète natale. Capable l'invite alors à sa fête où Ryo est l'invité d'honneur. Et il présente Ryo à tout le monde, comme son sauveur. Le lendemain matin, Nino marche avec lui, et lui demande s'il s'est amusé hier soir. Ryo dit qu'il l'a fait mais admet qu'il est juste un peu épuisé. Ils arrivent bientôt au dortoir de guilde, et lorsqu'ils entrent dans la pièce, ils voient un gars faire des pompes. Quand ils remarquent Nina, il est agité. Elle leur dit que Ryo sera leur nouveau colocataire. Et les deux se présentent comme des Nils et Ito. Après avoir rappelé à Ryo sa classe, Nina laisse Mills commente à quel point elle est belle. Alors qu'Ito dit qu'ils devraient cesser d'être si formels les uns avec les autres. Puis Nina revient avec un autre nouveau venu, qui les rejoindra également en tant que colocataire. Ito pense que le nouveau gars a l'air assez jeune, et Amon confirme qu'il n'a que 16 ans. Malheureusement, après avoir perdu ses parents, devenir aventurier était sa seule option pour gagner sa vie. Nina dit à Ryo que Amen, je vais également suivre le cours de base du donjon avec lui. Alors ils devraient aller ensemble, dont ils acceptent tous les deux en attendant. L'ami d'Abella, je ne peux pas croire qu'un mage puisse créer un bouclier de glace épais. Ils pensent qu'ils sont généralement trop minces, et peut-être brisés par quelque chose d'aussi simple qu'une barre d'air. Elle insiste également pour l'utiliser en plein air. Attaquer un ennemi est complètement impossible. Mais Abel lui dit que Ryo a fait exactement ça. L'un explique, cette magie ne peut généralement être évoquée que près du lanceur de sorts. Donc rien de tout cela n'a de sens pour elle. La prêtresse dit toujours que si Abel dit tout cela, alors ça doit être vrai cependant. Lynn craint que si Ryo devait se retourner contre eux, ce serait un gros problème. Ou s'il rejoint le royaume en tant qu'ennemi, Capable leur assure que cela n'arrivera jamais. Quand il demande comment il peut être si sûr, il explique que c'est parce que Ryo déteste le nom du royaume. C'était l'épisode 3. Abonnez-vous à ne pas manquer la partie suivante et regardez la prochaine vidéo à l'écran.